la difficile tâche de clore cette très belle journée d'études. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. J'imagine que vous avez un peu hâte d'arriver au dernier moment de cette journée. Je crois qu'il est plus convivial que... C'est déjà très convivial. que ce que je vais vous présenter. Hein, bon. Voilà, donc je vous remercie, enfin je remercie FSP, je remercie Olivier Herry bien sûr pour son invitation. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je vais expliquer un peu d'où je parle, comme on dit hein, usuellement. Je ne suis pas du tout un spécialiste des établissements innovants. Pour certains dispositifs qu'on peut qualifier d'innovants, j'ai un certain regard, mais il ne se présente pas forcément de cette manière-là. Moi, le travail que j'ai réalisé en tant que chercheur depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est sur les jeunes qu'on identifie comme étant en décrochage scolaire, jeunes qui ne s'identifient d'ailleurs pas forcément eux-mêmes de cette manière-là, et des politiques qui se rapportent à cette question du décrochage scolaire. Sachant que je vais avoir donc un regard certainement un peu macro, comme l'on dit, un peu global hein, sur ces questions-là, et que ça comporte évidemment beaucoup de limites. Si j'ai le temps, je développerai cette question-là des limites d'une approche justement un peu trop macro-socio-politique, hein, qui est un peu celle que je vais adopter. Voilà, donc après ce petit jingle, on peut commencer. Donc, une espèce de mise en scène, c'est extraordinaire. Voilà, donc il s'agit aujourd'hui d'anniversaire, hein, de fêter donc les 20 ans du pôle innovant lycéen. Alors je crois que c'est pas tout à fait 20 ans, c'est un peu plus que 20. C'est un peu plus que 20, voilà, c'est ça. Et en réalité, j'ai mis anniversaire au pluriel parce que la proposition que j'avais fait à Olivier était de présenter le résultat d'un texte que j'avais réalisé pour un ouvrage collectif. Je pense que ça peut être un peu plus loin, voilà, tac, voilà, c'est là, qui s'intitule donc 10 ans de lutte contre le décrochage scolaire en France. Alors 20 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on prend ? Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est la publicisation du terme de décrochage scolaire, et plus particulièrement dans les textes officiels, c'est-à-dire à partir de quel moment on a utilisé l'expression décrochage scolaire ou décrocheur scolaire dans les textes officiels. Alors, moi, c'est pareil, mon anniversaire, il colle pas vraiment non plus, parce que le premier texte, c'est voilà, le 18 décembre 2008. Alors, voilà, j'ai mis un certain temps avant d'écrire le texte, donc c'est un anniversaire un peu décalé. Mais voilà, c'est pour la première fois un texte officiel qui émane du ministère de l'Éducation nationale et de l'administration de la ville, je me souviens plus comment elle s'appelait à l'époque, donc circulaire interministérielle, donc relative au décrochage scolaire, expression qui n'était pas utilisée jusque-là. Alors ça va me permettre finalement, en associant ces deux anniversaires, de faire un retour sur l'avant 2008, c'est-à-dire sur les prémices de la lutte contre le décrochage scolaire, ou une espèce de préhistoire de la lutte contre le décrochage scolaire, ou plus exactement encore d'une action publique qui porte sur un problème qui n'est pas désigné comme étant celui du décrochage scolaire, mais qui existait quand même. Voilà, donc en gros, le regard que j'ai ici, c'est de situer l'histoire des actions pour le raccrochage scolaire dans un contexte de politique publique en matière d'éducation. Et ma thèse, la thèse que je vais essayer de défendre, c'est que à la fois donc cette mise en avant de la question du décrochage scolaire, elle est datée. On peut la dater avec un début et je pourrais même presque dire une fin. Avec donc des fluctuations entre ce début et cette fin. L'autre idée fondamentale, c'est qu'en mettant en avant la question du décrochage scolaire, on met en avant une certaine conception de l'école.
Voilà, donc l'annonce de plan, je pense qu'on peut tu peux la dérouler sans... voilà, il y aura 5 points. De quoi parle-t-on quand on parle de décrochage scolaire? Qu'est-ce qu'on sait de cette question-là avant qu'on ait inventé, alors avec beaucoup de guillemets, parce que l'expression est assez ancienne finalement, j'y reviendrai, mais qu'on ait inventé dans les textes officiels. Ensuite, la question de la mise à l'agenda du décrochage scolaire, et voilà, avec son traitement, et pour terminer, un point rapide de bilan. Alors je vais voilà, mettre toutes les horloges possibles, parce que j'ai tendance à dépasser le temps. Et alors je ne sais pas de combien de temps je dispose là. Une bonne heure. Oh, une bonne heure, bah, ça va. Alors, ça fait déjà 10 minutes. Ah oui, d'accord. Ok. Tac. Économiste de formation. Alors, premier point, donc le décrochage scolaire, de quoi parle-t-on? Je pense que c'est important de faire un petit point là-dessus, même si je pense que là, je n'aurais pas du tout à vous convaincre. Alors, évidemment, le décrochage scolaire, ça n'a pas de consistance essentielle en soi. Le décrochage scolaire, c'est d'abord le résultat de catégorisation institutionnelle qui vise à organiser et orienter l'action publique. Est-ce nécessaire de revenir sur l'expression? Alors, décrochage scolaire, c'est la traduction littérale de dropping out en anglais, alors qui, elle, est une expression ancienne dans les textes sur l'éducation aux États-Unis, puisque Sherman Dorn, le spécialiste, enfin l'historien qui en avait fait l'histoire, fait remonter les premières occurrences à la fin du XIXe siècle, en soulignant qu'il y a une métaphore militaire dans cet usage-là. Il s'agit de décrocher au sens où on ne fait plus face à, alors non pas l'ennemi, mais au savoir. Voilà, il s'agit donc, à travers cette construction, d'identifier un public problématique, un public pour lequel justement il y a une action publique qui va être entreprise, alors que jusqu'à présent elle ne l'était pas. Et il faut bien souligner donc que ces constructions institutionnelles sont propres à chaque système éducatif, comme l'a très bien montré Florence Lefresne à propos de la définition des sortants précoces. Vous savez, c'est une définition européenne du décrochage scolaire. Alors, ils ne disent pas décrochage, mais early school leavers, donc les sortants précoces de l'école, dans les pays de l'Union européenne. Et elle montre que la définition qui est retenue pour calculer le taux de décrochage, en quelque sorte, le taux de sortants précoces, eh bien, est très variable d'un pays à un autre. Donc, elle disait que, par exemple, j'y reviendrai, en France, sont les jeunes qui sont sortis sans avoir eu un CAP ou un bac. Mais par exemple, en Angleterre, pour être non décrocheur, il suffit d'avoir passé le certificat de fin d'études secondaires, là, dont j'ai oublié le nom en anglais, mais qui se passe en gros au niveau de la seconde en France. Donc sans avoir de formation, de qualification particulière. Et en Espagne, l'Espagne qui a été montrée du doigt pendant longtemps parce qu'il y avait un taux de décrochage élevé, ça s'expliquait par le fait qu'au début, en tout cas, du processus de Lisbonne, là, en Espagne, il y avait des formations professionnelles courtes à la fin du premier cycle du secondaire d'1 an, et que pour l'Union européenne, ce n'était pas considéré comme des formations complètes, et donc les jeunes qui sortaient avec ces formations-là étaient considérés comme des décrocheurs. Vous voyez, donc ces constructions institutionnelles sont complexes, discutables, arbitraires, dans une certaine mesure. Alors ça ne signifie pas pour autant que c'est une construction complètement théorique, illusoire, irréelle. Le décrochage scolaire est un réel problème individuel pour beaucoup d'élèves, alors pas toujours, je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure sur il est nécessaire pour un certain nombre de jeunes de s'arrêter à un moment pour des tas de raisons, mais pour beaucoup de jeunes, c'est quand même aussi un problème. C'est un problème sur leur devenir. C'est un problème social. C'est devenu un problème social. J'y reviendrai notamment à propos des difficultés d'insertion des jeunes qui sortent sans diplôme. Voilà, donc diapo suivante. Voilà, super. Merci.
Grosso modo, on peut dire, alors en simplifiant, que le décrochage scolaire, ça renvoie à deux types de phénomènes qui sont fortement corrélés, mais qui ne se recouvrent pas. Et ça, c'est important de le souligner. Et d'ailleurs, deux phénomènes qui sont très difficiles à délimiter eux-mêmes. Vous voyez, donc, c'est typique de notions floues que l'on peut justement ajuster en fonction des politiques. La première approche, c'est celle des sorties du système éducatif avant d'avoir atteint un niveau de formation considéré comme minimal. C'est l'approche, on va dire, administrative. C'est une approche fondée sur une norme, sur un niveau d'études, un niveau de diplôme. Et aujourd'hui, la norme généralement établie, sauf en Angleterre, mais de toute façon, ils ont quitté l'Union européenne, c'est la fin des études secondaires complètes. C'est la fin des études secondaires qui permettent d'accéder à l'enseignement supérieur éventuellement. Donc c'est le cas en France. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ces définitions, mais plutôt sur leurs limites. Les limites sont bien connues. Le fait d'avoir obtenu un bac ou un CAP ne signifie pas nécessairement qu'on ait tous les apprentissages attendus de ces niveaux de diplôme. Ça ne dit rien des apprentissages, ça ne dit rien... si, ça dit quand même un certain nombre de choses, bien sûr, mais on sait que c'est relativement artificiel d'associer niveau de diplôme et niveau d'apprentissage. Et puis ça laisse surtout de côté les processus qui mènent à la rupture, c'est-à-dire définir le décrochage comme étant simplement la sortie du système éducatif, ça laisse de côté tout ce qui se passe avant. Et donc ça, c'est l'autre approche, qui est une approche plutôt pédagogique, la deuxième approche, ou les deuxièmes approches qui sont plutôt fondées sur les ruptures dans les apprentissages sous différentes formes, sous la forme d'un retrait de l'activité d'apprentissage en classe, le décrochage de l'intérieur, qui a été évoqué aussi tout à l'heure, le décrochage en classe même, mais aussi l'absentéisme, mais aussi la déscolarisation. Alors la déscolarisation en France, on différencie du décrochage au sens où c'est le fait de ne plus aller à l'école quand c'est obligatoire, c'est-à-dire avant 16 ans. Je reviendrai sur l'obligation de formation 16-18 ans d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Alors les limites, c'est que c'est par définition difficile à repérer, c'est de la responsabilité des équipes éducatives, mais là avec beaucoup de variabilité possible, de trouver des indices permettant de dire voilà, cet élève est à risque de décrochage. Et puis si on commence à dire que des élèves sont à risque de décrochage, il y a bien sûr un risque de stigmatisation, c'est-à-dire d'enfermement des élèves dans cette catégorie. Alors, ce périmètre étant défini, comment se fait-il qu'on n'en parlait pas avant 2008, enfin, dans l'administration, dans les textes officiels, et en France, alors on peut le dire pour donner peut-être plutôt que des dates, mais des périodes, mais avant les années 90, on n'en parlait pas du tout. Le décrochage scolaire n'était pas du tout, dans les années 80, une expression utilisée, alors même que le problème était mis sur la place publique, mais sous d'autres noms. Comment ça se fait? Alors, donc, on peut considérer que le décrochage scolaire, d'abord, était un non-événement de la massification scolaire. La massification scolaire, je vous le rappelle, c'est essentiellement le développement du collège unique, le développement d'études secondaires plus importantes. Et malgré cela, ces études secondaires qui devaient être accessibles à tous et à toutes, ne se traduisent pas par des certifications. Donc je rappelle un chiffre, en 1980, 40% des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ou avec le seul brevet. En 1980, donc c'est une situation très courante et déjà assez problématique. 40% c'est beaucoup, et en même temps, ces 40%, ils ont des risques de chômage déjà très élevés. En 1980, on est déjà au début de l'augmentation massive du chômage. Mais on utilise d'autres catégorisations. On parle d'échec scolaire, du côté de l'école, et de sortie sans qualification, du côté de l'administration du travail, de l'emploi, etc., etc. Dès les années 70, on établit un lien entre ces sorties précoces et le risque de chômage, je viens de le dire,
mais les réponses en matière de politique publique sont des réponses d'action sur l'insertion professionnelle et sociale en dehors du système scolaire. C'est très important, enfin je ne vais pas trop m'y attarder, mais il y a eu quelques échos, notamment sur la table ronde de ce moment-là, le moment donc des années 80, avec un moment clé dans l'orientation des politiques publiques, le rapport Schwartz en 1981. Je ne vais pas revenir sur le contenu de ce rapport, mais en gros, Bertrand Schwartz, qui remet ce rapport en quelques mois, Mitterrand est élu en mai, Bertrand Schwartz remet son rapport en septembre, je crois, ou octobre, enfin bon... on a rarement vu un rapport se faire aussi vite, c'était à la demande de Pierre Mauroy, le Premier ministre de l'époque, et surtout, on a rarement vu un rapport être appliqué autant. Parce que ça, le rapport Schwartz, c'est quand même ce qui structure aujourd'hui, on est en 2021, 40 ans après, un grand nombre d'actions en direction des jeunes. Ça met en place un acteur qui va devenir central, qui était expérimental aussi. Dans le rapport Schwartz, Bertrand Schwartz dit on va expérimenter les missions locales. C'est expérimenté début 82. Aujourd'hui, ça couvre l'ensemble du territoire. C'est pratiquement l'acteur central de la prescription de formation pour les jeunes en difficulté en France. Et puis, on va on va mettre en place un certain nombre d'actions qu'on peut désigner sous l'appellation de formation préqualifiante. Et c'est finalement quelque chose d'assez nouveau. C'est pas l'école, c'est pas de la formation professionnelle non plus, c'est entre les deux. Ça va être les stages 16-18 ans au début, 18-25 ans, etc. etc. Et ce qui a été présenté tout à l'heure sur la table ronde, à propos de l'école de la deuxième chance, c'est l'héritage de toutes ces pratiques qui ont été expérimentées et institutionnalisées au cours des années 80 et 90. Donc on a tout un secteur, en fait, qui s'occupe de la jeunesse en difficulté, qui s'occupe de la jeunesse qui sort du système éducatif sans diplôme. Il y a tout un secteur public ou parapublic qui se met en place dans les années 80, totalement indépendant, totalement en dehors du système scolaire. Ça, c'est très important. Et finalement, aujourd'hui, d'une certaine manière, on en est encore là. Alors, comment analyser cette invisibilité du décrochage scolaire dans le monde scolaire? Alors, moi, j'ai développé la thèse qu'avait posée Éric Verdier, donc un collègue économiste du Lest, à Aix-Marseille, qui est l'idée qu'un système éducatif, ou ce qu'il appelle un régime d'éducation et de formation, ça repose sur des conventions. Alors les conventions, c'est bon, on peut remplacer convention par principe, si vous voulez. Alors évidemment, il n'y a pas un principe, mais plutôt une combinaison de principes. Mais ces principes orientent l'action du système éducatif, et le principe dominant, selon Éric Verdier, dans le régime d'éducation et de formation français, c'est l'importance de la convention académique ou méritocratique, il utilise les deux termes, c'est-à-dire une école fondée sur la compétition et le classement. La compétition et le classement jugés comme légitimes parce que organisés par l'État, organisés par la fameuse institution. Le terme est revenu très souvent cet après-midi, notamment lors de la table ronde. Et donc, dans cette école fondée sur la compétition et le classement, il y a forcément des gens qui gagnent, des élèves qui gagnent, et d'autres qui perdent. Et pendant très longtemps, on a considéré que les sorties sans diplôme, c'était finalement quelque chose de normal, une solution dans un système scolaire hiérarchisé. Évidemment, personne ne le disait de cette manière-là, mais moi qui étais enseignant dans les années 80, il était très fréquent que dans les salles des profs, on entende, de toute façon, lui, il serait mieux sur le marché du travail. Donc, c'était effectivement vu comme une solution. Alors malgré tout, donc l'éducation nationale fait un certain nombre de choses dans les années 80, mais ça reste très timide, et surtout ça reste absolument peu connu par les acteurs, par les équipes pédagogiques. Ça s'appelle d'abord le DIGEN en 1986, ensuite on change de nom, parce qu'on aime bien changer les noms
il n'y a pas qu'à l'éducation nationale, mais dans toutes les administrations françaises. Donc, la DIGEN devient la mission générale d'insertion, la MGI en 1996. Ce sont des dispositifs qui accueillent soit des élèves sans solution à l'issue d'une procédure d'affectation. C'était essentiellement, dans les années 80-90, les élèves sans solution en fin de troisième. Et puis les élèves qui ont échoué à des examens terminaux, à qui on permet de repasser l'examen de manière spécifique, d'abord le bac, puis ensuite le CAP. Voilà, donc, voilà je dirais l'état des lieux avant les années 90. Alors, comment passe-t-on de la solution au problème? Eh bien, par ce qu'on appelle une mise à l'agenda. Et cette mise à l'agenda, évidemment, elle s'est faite progressivement, mais avec quand même des temps forts. Alors, la notion de mise à l'agenda, mise à l'agenda, il y a des gens qui ne supportent pas cette expression parce que c'est une traduction littérale de l'anglais. Mise à l'ordre du jour, il faudrait, paraît-il, dire en français, mais enfin bon. Voilà, donc c'est en gros l'idée que les problèmes politiques font l'objet d'une construction. C'est la rencontre d'un problème, de solutions, de ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire c'est le moment de traiter cette question-là, ouverte par un contexte politique ou des événements extérieurs. Et pour établir cette rencontre entre le problème, les solutions et la fenêtre d'opportunité, il y a des entrepreneurs de cause, c'est-à-dire des acteurs collectifs, individuels, qui sont persuadés que ce problème doit être traité, pas persuadés de manière simplement stratégique, mais persuadés par principe que ce problème doit être traité. Donc les entrepreneurs de cause de la lutte contre le décrochage scolaire, ils se mobilisent effectivement progressivement. Donc il y a d'une part alors un certain nombre de mouvements pédagogiques. J'avais mis la bouture à Grenoble, je sais. Voilà, ils étaient à la FESPIN, ils sont. Voilà, je sais qu'il y a eu un souci, tu m'en avais parlé, bon. Mais on aurait pu parler, enfin il était question, je me souviens plus, je crois que c'est dans l'atelier où j'étais, de mouvements plus anciens, bien sûr, les mouvements Freinet, etc., etc. Donc, des professionnels de l'enseignement, de l'insertion et de l'accompagnement des jeunes, des responsables des politiques de la ville aussi. Tous ces gens-là, en fait, ont en commun, de considérer que l'école ne remplit pas sa mission d'accueil de tous les élèves, et que ça pose un problème, et que deux, en fait, c'est l'école qui est responsable de cette situation par la forme qu'elle impose aux élèves, qui n'est pas adaptée. Donc il y a à la fois le problème et puis les solutions. Alors, les solutions, donc, elles sont diverses, bien sûr, mais grosso modo, il y a 3 axes importants, je pense, dans les solutions qui sont préconisées par ces acteurs, alors qui s'expriment, j'ai oublié de le dire, mais à partir des années 1990, l'expression décrochage scolaire commence à être développée justement pour dénoncer les insuffisances du système scolaire. Il y a le fameux colloque de Lyon, justement organisé par la Bouture, où il y a un certain nombre de professionnels, mais aussi de chercheurs qui vont intervenir. Et donc, voilà, donc, ils s'expriment, ils proposent des solutions. Donc, il y a un travail pédagogique personnalisé, c'est l'idée qu'il faut s'adapter aux spécificités, aux singularités de chaque élève, une formation inscrite dans une dimension collective du côté des élèves comme des enseignants, c'est-à-dire il faut que les élèves fassent des projets collectifs, il faut que les enseignants travaillent ensemble, et puis le développement de partenariats entre les différents acteurs impliqués dans la formation des jeunes, les parents, on en a parlé dans un atelier et puis dans la table ronde, les enseignants évidemment, les travailleurs sociaux, les entreprises, les associations, etc. C'est-à-dire sans qu'il y ait de limite a priori dans cette ouverture. Autrement dit, finalement, une remise en cause de la forme scolaire, une école de la forme scolaire au sens de Guy Vincent, c'est-à-dire une école fermée au sens physique du terme, c'est-à-dire avec justement une délimitation très nette entre ce qui est l'école et ce qui n'est pas l'école. Donc remise en cause au sens là, de la revendication d'une école plus ouverte, moins compétitive ou non compétitive, puisque la forme scolaire aussi repose sur la compétition des élèves entre eux, et plus adaptée aux singularités des élèves. Alors je reviens quand même 2 secondes sur le problème.
le décrochage scolaire. C'est quand même curieux, parce que finalement, le problème existait avant, mais il n'était pas désigné sous cette forme-là. Alors, moi, mon idée, c'est que l'émergence de cette expression, elle vient justement de la critique de l'école. Et que c'est ce que Marc Abélès appelle une sémantique institutionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui révèle des conceptions que l'on a de ce qui doit être juste, de ce qui doit être fait, et de comment on doit orienter l'action publique. Donc, c'est une expression qui est portée par des acteurs, donc qui, à travers cette expression-là, porte un certain nombre de valeurs, mais c'est évidemment aussi une expression qui est l'objet de résistance et de critique, parce que les valeurs dont on a pas mal parlé là aujourd'hui ne sont pas partagées par tous, ou tout au moins, à côté de ces valeurs-là, beaucoup d'acteurs dans le système éducatif en France sont absolument persuadés de la pertinence des valeurs de la compétition, de la hiérarchie, du classement, etc., etc. Donc, sinon, ce serait très simple. Sinon, évidemment, on ne parlerait plus de centre et de marge, comme il en a été question tout à l'heure, à propos de cet établissement et du PIL. Voilà, donc ce qui est spécifique, si vous voulez, à cette question politique, c'est que ça porte une certaine conception de l'école. Alors, il y a des premières manifestations de cette mise à l'agenda. Je n'ai pas tout mis, bien sûr, parce que là, il faudrait plus de temps. Et je pense que, alors, comme ça a été dit dans l'atelier 1, c'est vraiment très lié à des contextes politiques aussi. Notamment à partir de 1997, à partir de la cohabitation donc, et du gouvernement Jospin, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Il y a le plan Nouvelle Chance qui, pour la première fois, met en avant quand même cette question des sorties sans qualification. Mais on ne parle pas de décrochage, on parle de sorties sans qualification. On commence à faire référence au dispositif européen, enfin au dispositif de financement de l'Europe. Et puis donc c'est la création des établissements expérimentaux ou innovants en 2000, qui suit la première vague qui avait été portée, alors là par une critique assez radicale de l'école quand même, ça a été rappelé aussi dans l'atelier de tout à l'heure, de ce matin, avec la fameuse lettre au camarade ministre de Gabriel Cohn-Bendit, voilà, et donc la création du lycée autogéré à Paris, et, du lycée de Saint-Nazaire, etc. Et puis, alors la deuxième vague, elle est explicitement adossée à la problématique du décrochage scolaire en 2000. C'est très différent. Il ne s'agit pas simplement, là, par militantisme, de développer une autre école, il s'agit d'accueillir des élèves qui sont en souffrance par rapport à un système scolaire qui n'est pas capable de les accueillir. Et puis on voit que c'est un peu problématique. Je n'ai pas le temps de développer, puis je ne suis pas un spécialiste, mais en préparant cette conférence, j'ai quand même un petit peu lu. Il y a par exemple l'histoire du Conseil national de l'innovation pour la réussite scolaire, qui est mis en place sous le ministère Lang, et qui va imploser en quelque sorte, enfin qui va s'auto-détruire, si je puis dire, avec le ministère Ferry en 2002, par la démission, je crois, de la quasi-totalité de ses membres. C'était ce Conseil national de l'innovation pour la réussite scolaire qui avait poussé, enfin qui avait encadré ou accompagné la création de la deuxième vague des établissements innovants. Alors, les choses deviennent plus sérieuses à la fin des années 2000. Pourquoi ? Alors, il y a trois facteurs qui sont souvent mis en avant. D'abord, la persistance de difficultés d'insertion des jeunes sans diplôme. En 2003, les jeunes sortis de 1 à 4 ans du système éducatif connaissent un taux de chômage de 33%. Il y a beaucoup de critiques aussi à l'époque, justement, sur ce qu'on appelle les politiques d'insertion. Ce qu'on appelait les politiques d'insertion, plus personne d'ailleurs ne parle de politique d'insertion aujourd'hui, mais ce qu'on a appelé les politiques d'insertion dans les années 80, on se dit, ça ne marche pas, les accompagnements en mission locale, bon voilà,
ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Le deuxième aspect, c'est les politiques éducatives engagées par l'Union européenne. C'est le sommet de Lisbonne en 2000. Alors, voilà, c'est en 2000. En France, on va réagir en 2008. Hein, donc il y a un petit temps de latence, on va dire. Et notamment par le fait que la Commission européenne va pas se fâcher, mais va pointer du doigt que dans beaucoup de pays d'Europe, il y a peu d'actions qui sont mises en avant pour lutter contre le décrochage scolaire, pour lutter contre les sorties précoces, et ils vont prendre l'initiative de développer donc un certain nombre de réunions, d'actions, etc. Et la France va suivre. Et puis il y a les politiques de la ville, et puis le traitement des violences urbaines, qui vont jouer aussi un certain rôle. Rappelons donc les émeutes de 2005. Alors, la première réaction aux émeutes de 2005, c'est pas la lutte contre le décrochage scolaire, c'était même presque l'inverse. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'apprentissage junior à 14 ans. Mais bon, pour ceux qui s'en souviennent. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit à l'époque, voilà, il y a un problème dans les banlieues, les jeunes ne sont plus à l'école, etc., etc., etc. Donc tout cela, et notamment l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, et surtout la nomination de Martin Hirsch comme haut commissaire à la jeunesse juste après son élection, va engager le ministère de l'Éducation nationale à prendre acte du fait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Voilà, donc en gros, on rentre dans le vif de cette politique à partir de 2008, et je dirais jusqu'en 2017. Ça peut se discuter, mais voilà. De 2008 à 2017, il y a, je dirais, 4 phases. Une première phase, 2008-2011, qui est la phase des expérimentations sociales. C'est l'expression qui avait été utilisée par le Haut Commissariat à la jeunesse à l'époque. Il y a beaucoup d'initiatives partenariales entre les MGI, les établissements scolaires, les missions locales, les collectivités territoriales, etc. Moi, j'en avais suivi une dans les Pays de la Loire, par exemple, avec l'idée justement de créer un partenariat durable, alors que jusque-là, les liens entre les institutions étaient plutôt fondés sur des liens entre les personnes. Bon, bref, il y a toute une série d'innovations qui se mettent en place de manière encore exogène au système éducatif. Alors, le système éducatif, il intervient à travers les MGI, les missions générales d'insertion, donc qui avaient été mises en place la décennie précédente. Mais les MGI sont elles-mêmes très décentralisées puisqu'elles relèvent des compétences des recteurs. Donc les recteurs développent plus ou moins les compétences de ces MGI. Voilà, par exemple, moi j'ai pas mal travaillé sur l'Académie de Nantes, où la MGI de Nantes, avant qu'elle devienne la MLDS de Nantes en 2013, mais la MGI de Nantes était très active dans les politiques de repérage, d'accompagnement, des jeunes en situation de décrochage scolaire. Alors que j'ai fait un autre travail sur une autre académie, l'Académie d'Amiens, où ce n'était pas du tout le cas. Donc c'est très très variable d'une académie à l'autre. Voilà. Et donc non, je ne sais pas si c'est du coup, mais il y a une deuxième phase en 2011 qui arrive et qui marque un arrêt à ces expérimentations, un arrêt parfois brutal, et donc qui montre bien que le système éducatif français est très centralisé finalement, même si on encourage les initiatives locales. Moi, pour l'avoir vécu, en tant que chercheur bien sûr, mais c'était quand même du jour au lendemain, l'expérimentation là en Pays de la Loire, on a dit bon, on arrête parce que le ministère a dit on arrête, ça n'ira pas jusqu'au bout, on a autre chose à proposer au niveau national, au niveau centralisé, etc. Voilà, donc une recentralisation de la lutte contre le décrochage scolaire, 2011-2013, une organisation territoriale standardisée avec des plateformes d'appui et de suivi des décrocheurs, les PSAD, des outils de repérage des sorties précoces, le système interministériel d'échange d'informations, je sais pas, tout ça c'est un peu technique, et puis bon, on transforme les MGI en MLDS. Ces structures d'accueil et d'accompagnement des jeunes en situation de décrochage scolaire, finalement prennent le nom de mission de lutte contre le décrochage scolaire. C'est ce qu'elles faisaient depuis les années 90. Il n'y a que le nom qui change, l'activité reste la même. Mais voilà, enfin, on prend en compte,
pas tout à fait la même peut-être, mais bon, je vois qu'il y a ça. Mais bon, qu'il y a des réactions. Mais grosso modo, quand même, il n'y a pas tant de changements que cela, si ce n'est qu'elles deviennent beaucoup plus visibles. Hein, on en parle. La troisième phase, alors c'est la plus spectaculaire, c'est là où on parle vraiment de décrochage scolaire partout dans les médias, c'est la phase de mobilisation 2013-2017. Ça démarre par justement des rapports qui montrent qu'on ne se préoccupe pas assez du décrochage scolaire dans les équipes pédagogiques, c'est le rapport Armand-Bisson-Vèvre, le rapport Wexler, voilà 2013-2014, donc des rapports d'inspection qui mettent en évidence le fait que les équipes pédagogiques sont peu mobilisées sur ces questions-là, et donc un certain nombre de choses, alors qui existaient éventuellement, je pense notamment au GPDS, qui existait sous d'autres noms avant, mais vont être réactualisées ou mises en place. C'est la semaine de la persévérance scolaire, les groupes de prévention du décrochage scolaire, hein, les GPDS au sein de chaque établissement secondaire, le travail sur la relation école-famille, l'expérimentation de la mal-être des parents qui était très médiatisée, et puis le développement des structures de retour à l'école, hein, dont c'est le démarrage de ce développement à partir du modèle des établissements créés en 2000, voilà, qui se développe et qui continue de se développer, si on entend bien le DGESCO ce matin. Voilà, c'est le plan Tous mobilisés contre le décrochage scolaire de Najat Vallaud-Belkacem. Alors, j'ai un certain nombre d'indications permettant de dire qu'à partir de 2017, il y a un retrait. Il y a un retrait, mais qui ne se manifeste pas par un retrait complet à cause de la crise sanitaire. Alors, le retrait, il y a trois points qui me semblent importants. La lutte contre le décrochage scolaire, elle est dans toutes les circulaires de rentrée de 2009 à 2017. Avec une place assez importante, hein, c'est pas un petit paragraphe. Elle disparaît des circulaires de rentrée, alors qu'ils ne portent plus le même nom, mais bon, peu importe, en 2018 et 2019. Hein. Déjà, c'est un signe. Dans le discours public, il y a une nouvelle catégorisation des difficultés des jeunes qui est mise en évidence, et qui a d'ailleurs été utilisée ce matin à l'ouverture de cette journée, par le DGESCO, j'ai trouvé ça quand même assez étonnant aussi. Les NEET, hein, Not in Employment, Education or Training, c'est une notion qui vient d'Angleterre, au départ. J'avais déjà dit un peu de mal des Anglais tout à l'heure, mais en gros, en Angleterre, la question du diplôme est beaucoup moins importante qu'en France. Et notamment la question de la qualification professionnelle est beaucoup moins importante que partout ailleurs en Europe. Alors même s'ils ont un peu changé par rapport à ça, mais elle est beaucoup moins importante qu'en Allemagne par exemple. Hein. Bon, sinon, là c'est presque l'exact opposé de l'Allemagne, hein, l'Angleterre, de ce point de vue-là. Et donc pour les pouvoirs publics anglais, les problématiques de jeunesse sont essentiellement des problématiques d'insertion. Hein. Les jeunes problématiques sont des jeunes qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation. Donc on revient finalement à la conception que l'on avait des difficultés de la jeunesse dans les années 80. Hein, des difficultés d'insertion indépendamment de ce qui se passe à l'école. Et puis le troisième point, c'est la mise en place de l'obligation de formation des 16-18 ans. Alors cette obligation de formation des 16 et 18 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle a commencé à apparaître dans les médias sous le ministère précédent. Sous le ministère Vallaud-Belkacem, hein, qui l'avait lancé à un moment. Il y a eu un tollé d'ailleurs pour dire voilà, que c'était complètement irréaliste, etc. Et elle a été remise en avant par la mission sur la lutte contre la pauvreté menée par Olivier Noblecourt, qui était l'ancien directeur de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem. Donc ça c'est les secrets de la Macronie, ça. Et finalement, elle se met en place. Elle se met en place, certes, mais qui doit assurer cette obligation de formation des 16-18 ans, enfin qui doit vérifier que cette obligation de formation a bien lieu? Les missions locales. Vous voyez, donc, ce ne sont pas les établissements scolaires, ce n'est pas le système éducatif, c'est à nouveau l'administration chargée de l'accueil de la jeunesse
en matière d'insertion professionnelle. Alors évidemment, le décrochage, il est réapparu massivement en 2020. Mais je pense que là, ça n'a pas été un choix politique. Et effectivement, là, c'était très surprenant, cette espèce de parenthèse entre 2017 et mars 2020. Tout d'un coup, le mot décrochage explose à nouveau dans les médias, avec toute la question de la fermeture des établissements scolaires et de leur réouverture dans le contexte de la crise sanitaire. Voilà, mais je pense que c'est très... alors, conjoncturel, c'est pas le bon terme pour une crise aussi importante, mais c'est très fortement lié à cette crise, en tout cas, et très peu lié au modèle scolaire défendu par les responsables des politiques éducatives aujourd'hui. Alors, quel bilan ? Voilà, donc le seul graphique de cette conférence sur la part des 18-24 ans, peu ou pas diplômés et hors formation, ce qu'on appelle, dans le jargon européen, donc les sortants précoces. C'est indéniable, vous le voyez, à partir d'une situation où ce taux était assez stable sur l'ensemble des années 2000, donc aux alentours de 11% à peu près, avec des variations. Il baisse à partir de 2009-2010. Le dernier chiffre, puisque là ça s'arrête en 2019, le chiffre de 2020 est paru dans Repères et références statistiques, là, 2021, c'est 8%. Voilà, donc il y a une baisse importante et grosso modo on peut imaginer une stabilisation aux alentours de 8%. Donc il y a 8%, c'est pas négligeable quand même, c'est un peu moins d'un jeune sur 10 quand même, on n'est pas non plus sur la disparition du problème. 8% des jeunes de 18 à 24 ans qui sont non diplômés, pas en formation, pas à l'école, etc. etc. J'ai regardé aussi pour cette conférence les chiffres sur ce qu'on appelle les sortants, quand on estime les sortants. Alors là, les derniers chiffres datent de 2018, ils sont un peu plus anciens. On a encore 12% de sortants non diplômés du système éducatif, enfin non diplômés ou avec le seul brevet. 12%. Alors, vous voyez, donc ça tombe à 8% parce qu'il y a des raccrochages, parce qu'il y a des structures de retour à l'école, parce qu'il y a du retour en formation, etc., etc. Mais voilà, l'école fait sortir plus d'un élève sur 10 sans diplôme du système éducatif. Mais c'était 17%, vous voyez, donc voilà, donc 17% au moment, à la fin des années 2000. Donc une baisse indéniable. Pour autant, est-ce que c'est lié à cette politique? Alors c'est toujours difficile de mesurer les effets d'une politique. C'est un travail que font un certain nombre d'économistes. Moi je ne l'ai pas fait. Plusieurs interrogations. Première interrogation, d'abord, il y a des effets sur la persévérance, mais est-ce qu'il y a des effets sur les apprentissages? C'est pas sûr, quand on connaît les résultats des élèves aux évaluations internationales, par exemple. Il y a les effets des politiques, mais il y a aussi les effets, par exemple, de l'offre de formation. Est-ce qu'elle est plus importante, par exemple, en termes de structure de retour à l'école, mais aussi les incitations à poursuivre des études de la part des élèves et les incitations émanant aussi des familles. Bon, bref, tout cela joue sans qu'on sache très bien si ces politiques ont eu un effet positif ou pas. Alors, je le dis sans vouloir être systématiquement critique, mais je crois qu'il faut être prudent en tout cas dans l'évaluation de ces politiques. Et puis, les écarts entre mise à l'agenda. La mise à l'agenda, c'est le fait de parler publiquement d'un problème. Les décisions, elles ont été prises, elles sont évidemment toujours discutables sur leur contenu, etc., etc. Mais bon, voilà, il y a des décisions. Et la mise en œuvre. Alors, la mise en œuvre, c'est encore autre chose. Et l'implémentation, comme
comme on le dit aujourd'hui. L'exemple des GPDS. Alors, il y a peu d'études sur la mise en œuvre de ces politiques. Alors, le CEREC a fait une belle étude sur les GPDS, dirigée par Dominique Maillard. C'est une enquête donc, sur un assez large échantillon d'établissements. Et donc, on a demandé à ces établissements comment ils construisaient ces groupes de prévention du décrochage scolaire. Donc, chaque établissement secondaire doit faire un GPDS, un groupe de prévention du décrochage scolaire, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont chargées de cette affaire-là. Alors, les acteurs de ces GPDS, ça peut être des enseignants, ça peut être évidemment les CPE, ça peut être les chefs d'établissement. Alors, quelle est la place des enseignants? Eh bien, ils ont une place centrale dans 18% des GPDS enquêtés par le CEREC. Ils sont associés dans 36%. Et, pardon pour la faute de frappe, ils sont totalement absents dans 46%. C'est-à-dire dans la moitié des établissements, un peu moins de la moitié des établissements, les enseignants ne participent pas, ne sont pas considérés comme des acteurs du groupe de prévention du décrochage scolaire. Il s'agit bien de prévention du décrochage scolaire. Et il n'y a pas d'enseignants. Vous voyez, donc l'écart entre l'intention initiale et puis la mise en œuvre. Et puis le travail de Dominique Maillard montre bien que les profils d'établissement jouent beaucoup. C'est-à-dire que dans les 18% là, enseignants, acteurs centraux, vous avez beaucoup d'établissements, soit en zone de politique de la ville, soit en éducation prioritaire, soit les deux. Voilà, donc c'est là où il y a le plus de problèmes, comme souvent, que les enseignants sont le plus mobilisés, mais dans beaucoup d'autres établissements où on se dit, voilà, c'est l'affaire du CPE, et bien, finalement, les choses ne changent pas beaucoup. Donc, on pourrait terminer justement en se posant la question de ce que la lutte contre le décrochage scolaire a fait au système scolaire. Elle a rendu visible un problème qui n'était pas vécu en tant que tel par les équipes éducatives, et ça, je pense que c'est très très important. Moi, j'ai été plusieurs fois sollicité par des rectorats ou des établissements pour faire des formations, et c'est vrai qu'il y a un contraste très saisissant entre les premières interventions que j'ai pu faire dans les années 2005, 2006, 2007, où les enseignants qui venaient à ces formations découvraient vraiment une réalité qu'ils méconnaissaient complètement, sauf à être eux-mêmes intervenants dans des dispositifs. Donc ça, c'était très, très significatif. Les dispositifs MGI étaient implantés dans un lycée particulier dans chaque ville importante. Et donc, évidemment, quand on était prof dans ce lycée, on savait ce que c'était que la MGI, plus ou moins. Mais une fois pour les profs qui n'étaient pas dans ces établissements, on ne savait pas. Voilà, donc ça a donné de la visibilité. Et cette visibilité, effectivement, elle est manifeste quand on interroge maintenant, quand on rencontre des enseignants en formation, là, ces dernières années, même s'ils n'y participent pas, ils savent ce que c'est qu'un GPDS, le décrochage scolaire, ils savent ce que c'est, ils ont aussi testé des nouvelles pratiques, donc ça a suscité de nouvelles pratiques de prévention, des expérimentations pédagogiques, des dispositifs innovants. Bon, cette journée-là, on est quand même la preuve éclatante. Et donc, ça installe quand même, je pense, à la fois des pratiques et des structures. Alors, pour revenir à ce que disait Éric Verdier, il dit donc, il y a toujours un compromis entre différents principes. Alors, c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'il y a un petit déplacement vers ce que lui appelle la convention universaliste, c'est-à-dire la convention d'une école, le principe d'une école dont la finalité serait l'intégration de tous les élèves, quelle que soit leur origine, et sans idée de compétition, mais plutôt avec l'idée d'une formation pour tous. Bon. Voilà. Mais finalement, vous voyez, 2021, tous mobilisés contre le décrochage scolaire 2013, je pense que, et là aussi cette journée en est peut-être la manifestation, ça reste toujours à la périphérie du système.
Que ce soit les professionnels impliqués. Alors les professionnels impliqués, j'ai pas mal parlé, alors, parce que là j'ai beaucoup travaillé dessus, hein, sur les MJI et les MLDS, sont donc les personnels de ces structures-là, ou les enseignants qui y interviennent. Mais ça peut être aussi, c'est une thèse faite chez nous à révéler dans les lycées professionnels, des enseignants qui se spécialisent sur ces questions-là dans certains lycées, en particulier dans les lycées professionnels, et qui deviennent finalement les monsieur ou madame décrochage, ou raccrochage plutôt, du lycée. Et puis, donc, marginalité aussi des dispositifs qui y sont consacrés. Ça a été dit, alors j'étais un peu surpris, mais ça a été dit explicitement par le chef d'établissement ici. Il y a un centre, il y a une marche, et donc voilà. Finalement, on n'en sort pas beaucoup. Moi j'ai une anecdote. Alors, mon dernier travail de terrain, enfin c'est pas mon dernier travail de terrain, enfin un des plus récents, c'est ce qu'on appelle le service civique combiné. Le service civique combiné, c'est un dispositif qui associe service civique et accompagnement MLDS. Donc il y a une formation dans les locaux de la MLDS sur 2 jours par semaine, et le reste du temps est consacré à la mission de service civique par les élèves. Et donc avec des collègues, on a été visiter une MLDS qui mettait ça en œuvre. C'est pas du tout dans la région ici. Et c'était presque une caricature, quoi. Les salles de la MLDS dans un lycée, donc dans un grand lycée d'une grande ville française, étaient juste à la sortie des parkings. Vous voyez, quand on arrive, on gare sa voiture et qu'on sort, c'était juste là, en sous-sol. Voilà, donc les élèves étaient en formation là, ils avaient l'air malgré tout, enfin, on était un peu avec eux, on les a un peu interrogés, ils étaient très, très heureux d'être là, mais ils étaient quand même mis au sous-sol. Voilà, donc en marge aussi en termes d'espace. Voilà, je vous remercie. Parfait. Question parfaite. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, réagir? On peut se donner 5 minutes avant d'aller boire un coup. Moi j'ai une question. Je voulais la poser à l'atelier ce matin, et puis je posais parce que c'était quand même enfin voilà, je suis pas très légitime pour parler des établissements innovants. Mais est-ce qu'il y a des fluctuations? Alors, vous qui travaillez dans ces établissements innovants, est-ce qu'il y a eu des fluctuations importantes des politiques publiques, enfin des politiques, je sais pas, rectorales, ministérielles, sur ces questions-là depuis 2000, quoi. Voilà. Bon, la question est vaste, mais... Les anciens, peut-être? Parce que ce qui a été rappelé ce matin, c'est 2 moments politiques forts, 80, 82 et 97. Je me suis dit, mais bon, 80, 82, 97, ok, ça on voit bien, mais depuis quand même, est-ce qu'il y a eu d'autres moments? Philippe, tu veux bien? Oui, enfin, je peux répondre de là, c'est pas... Non, mais tu vas pas passer devant la caméra, ça serait Ce serait dommage. Dommage qu'on te voit. Non, je peux répondre de là. La vraie différence qu'on a vue, c'est effectivement à partir de 2010, quand c'est devenu un objet central et diffusé dans la société, que c'est devenu une vraie problématique éducative, une nouvelle problématique éducative, pour reprendre une autre terminologie, où effectivement, on était je disais ce matin en atelier, on était des gentils innovateurs dans leur coin, avec même des remarques du genre, mais pourquoi vous les ramenez ces élèves-là, puisqu'ils étaient dehors, après tout, ils ont eu leur chance, pourquoi vous les ramenez? Donc là, il y a eu un vrai basculement à ce moment-là. Et puis il y a eu un vrai basculement aussi avec avril 2013, la directive de rentrée, qui dit explicitement que les piles, les micro-lycées de CLEP doivent être des modèles développés. C'est marqué dans la directive de rentrée. Donc on a acquis une forme de légitimité très forte à partir de 2010, quand l'éducation nationale se pose cette question-là, et qui se sont dit mais comment on fait? Et là, nous, on a été traités des fois de pépites.
parce qu'on avait une expérience par rapport à ça. Donc là, on a vraiment senti ce basculement-là à ce moment-là. Et puis après, effectivement, 2012, le plan Agir contre le décrochage 2014, il y a une instauration voilà, qui se fait. Mais oui, de notre point de vue à nous, on l'a vraiment senti. On est passé d'espèces de bulles sympathiques qui ramènent des élèves à une nécessité sociale impérieuse. Voilà, là, on a eu un vrai basculement. Mais moi, je te retournerai à la question sur... Tu dis effectivement qu'il y a un basculement en 2017. Comment ça s'inscrit? Parce que moi, je ne l'ai pas forcément repéré. Alors, maintenant, je ne suis plus dans les lycées, mais les MGI, enfin les MLDS sont toujours là, les JPDS sont toujours là. Je n'ai pas senti de basculement dans les politiques localement. Est-ce que ça s'est ressenti? Non, pas localement, enfin pas à ma connaissance non plus. Encore une fois, c'est plutôt l'orientation générale. C'est plutôt au niveau macro. C'est-à-dire que, en gros, c'est plutôt l'idée, voilà, on a installé des choses, on les évalue pas. Alors ça, c'est aussi très étonnant, parce que, alors, petit retour sur mon exposé. Je parlais des expérimentations sociales de la période 2009-2010, là. Il y avait une exigence d'évaluation qui était très forte, qui était parfois délirante d'ailleurs. Il fallait évaluer avec des contrefactuels, etc. Enfin bon, bref. Et, comme je l'ai dit, en 2011, le ministère, en gros, va arrêter toutes ces expérimentations pour imposer un modèle unique, les PSAD, focales, etc. À ma connaissance, enfin, je pense suivre un peu ces affaires-là, mais à ma connaissance, il n'y a eu aucune évaluation scientifique de ces dispositifs. Et donc je pense, voilà, c'est en place, les PSAD, alors voilà, les PSAD c'est un très bon exemple quand même. Toujours dans la même enquête de terrain effectuée là, pour le service civique combiné, on a été interrogé, mes collègues et moi, des responsables, on a interrogé des jeunes en situation de décrochage, mais on a interrogé des responsables aussi, ils ont dit, ah oui, la PSAD, la PSAD quoi. Voilà, donc ça marche pas du tout en fait. Bon, c'est complètement formel. Les fichiers SIEI, bon, on n'y arrive pas, etc., etc. Donc c'est installé, mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dynamique pour, comment dire, plus une dynamique comparable à celle de 2012, 2013, 2014. Oui, j'ai peut-être envie quand même d'intervenir. Je suis une inspectrice en charge de la formation et de l'orientation, rectorat de Paris. Et j'ai quand même envie de dire que peut-être effectivement qu'on n'a pas une dynamique aussi forte que dans les temps voilà, que vous avez cité. Mais toutefois, on remarque dans différentes académies en fait, où j'ai pu travailler, pas seulement celles où j'ai travaillé, des dynamiques réelles autour notamment des concepts de persévérance scolaire, de raccrochage des élèves, d'accrochage. C'est quand même toute une sémantique qui apparaît depuis peut-être effectivement 2017, donc peut-être moins portée au niveau national, mais réellement active au sein des académies. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vient peut-être de la base, en fait, animé bien sûr par les rectorats, mais quelque chose qui essaie d'infuser en tout cas. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, c'est important que vous le disiez, puisque encore une fois, c'est la limite de mon exercice. J'ai ah oui, je voulais parler des limites. Je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire de parler des politiques d'un point de vue très macro, et finalement d'aller assez vite sur les mises en œuvre sur le terrain. Enfin, si j'ai parlé de l'enquête du CEREC sur les GPDS, mais parce que alors c'est évidemment comment dire, un exercice très limité, au sens où à la fois ce qui est engagé en 2013-2014, on ne sait pas comment ça a été reçu partout dans les établissements, et puis on ne sait pas depuis ce qui se passe, et notamment par exemple des initiatives, enfin on ne sait pas, sur le plan des évaluations, des travaux scientifiques, il y a peu de choses sur justement les mises en œuvre.
Je pense que ça, c'est un vrai chantier quoi, à lancer. Mais ça reste, je pense, quand même un vrai sujet de préoccupation, c'est-à-dire les inégalités quand même de mise en œuvre de ce plan de mobilisation contre le décrochage scolaire. Je pense que c'est une réalité. Je voulais juste dire tout à l'heure, vous parliez du GPDS, du groupe de prévention décrochage scolaire. Il n'y a pas d'enseignants, effectivement. Alors, c'est pas forcément que les enseignants ne veulent pas venir, mais on ne les invite pas. Oui, oui. Ceci dit, depuis 2017, 2018, on a les référents décrochage scolaire qui sont... enfin, au départ, c'était des CPE. Je regarde Philippe, puisqu'il a fait partie de la formation. C'était beaucoup des CPE. Et puis après, on s'est rendu compte que le décrochage, ça commence dans la classe. Et donc, comment sensibiliser davantage les enseignants ou les sensibiliser tout court. Et du coup, les référents décrochage scolaire, c'est beaucoup un binôme entre le CPE et l'enseignant. Et dans certains GPDS, certains vous diront, on ne va pas inviter les enseignants puisqu'il y a déjà le RDS qui est enseignant et qui fait le lien avec la salle des profs. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une évolution et le fait de passer de MGI à MLDS, moi je fais partie de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, je trouve qu'il y a vraiment une différence puisqu'on va travailler davantage sur la pédagogie et sur les facteurs internes au décrochage scolaire, c'est-à-dire sur lesquels on peut agir dans la classe, dans l'établissement. On va beaucoup parler aussi du climat scolaire. Et je trouve que ça change beaucoup de l'insertion. Moi, quand j'ai commencé à la MLDS, ça s'appelait MGI. Et pour moi, j'étais mal à l'aise avec ce terme d'insertion parce que c'était pas forcément prendre des élèves et prendre entre guillemets, les raccrocher à l'institution scolaire, mais c'était plutôt leur trouver un emploi ou les envoyer vers la mission locale. Et je trouve que ça a beaucoup évolué au niveau des missions et de travailler davantage sur le raccrochage. D'ailleurs, maintenant, on nous dit d'éviter de dire lutte contre le décrochage scolaire, mais plutôt raccrochage scolaire ou accrochage scolaire. Donc, c'est pas une question de sémantique, c'est aussi ce qu'on y met derrière. Bon, après, on ne nous donne pas forcément les moyens, mais voilà, en tous les cas, il y a... Voilà. Ah non, mais ce que je voulais dire, c'est que la sémantique est hyper importante. Je veux juste compléter, il y a aussi une certification professionnelle pour décrochage. contre le décrochage scolaire. On va prendre une dernière réaction et si tu peux réagir sur l'ensemble des réactions comme ça en clôture, vous vouliez intervenir? Non? J'avais juste un petit complément sur ce que je disais, parce que j'ai été pris à froid. Vous ne m'aurez pas deux fois. Le deuxième grand changement, c'est le fait qu'il a été acté que la lutte contre le décrochage passait aussi par des logiques pédagogiques et éducatives, et donc plus une logique d'insertion, ce que tu disais, mais que, oui, c'était par l'éducatif, le pédagogique, et donc on reconnaissait que le système scolaire avait des formes de manque qui créaient du décrochage, d'où l'idée que c'est par aussi éducatif, pédagogique qu'on va pouvoir agir en prévention, et ça c'était un basculement, parce que c'était au cœur des projets initiaux des structures de raccrochage qui disaient c'est pas un problème d'insertion sociale et professionnelle, c'est un problème aussi de l'école et dans l'école. Comme disait Longhi, le proviseur, qui disait que c'était décrochage, c'était une maladie nosocomiale de l'école. Voilà. Et c'est une belle expression qu'il utilise. Et qu'effectivement, voilà, et ça a été un vrai basculement aussi, parce que ça validait ces équipes-là à ce moment-là. En 2009, il y avait eu à Orléans avec Châtel, il y avait l'armée, il y avait tout le monde, enfin il y avait l'armée, il y avait les entreprises, mais il n'y avait quasiment pas l'école. L'idée du raccrochage, c'était pas cela. Voilà. Et ça, c'était un vrai basculement qualitatif pour le coup. Tu veux conclure? Oui, donc, alors pour conclure, pour répondre, peut-être pas conclure, parce que je pense que là, le sujet est très... Mais autour d'un verre. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, les choses ont bougé. Je ne nie pas cette transformation. Mais voilà, je crois que le problème est toujours là. Je pense que les pratiques, les dispositifs sont installés, ont certainement, effectivement, transformé aussi la culture professionnelle des enseignants du second degré. Maintenant, quand on interroge des jeunes en situation de décrochage scolaire sur leur expérience scolaire, on est quand même frappé de la similitude du discours qu'ils ont
par rapport aux jeunes, moi, que j'ai interrogés en 2005 ou 2006. Très franchement, c'est à peu près la même chose. Et donc, voilà, ça montre que l'attention à l'élève, c'est très frappant. Alors, il y a d'autres thématiques qui apparaissent aujourd'hui dans les élèves en situation de décrochage scolaire, c'est de manière très massive, c'est la question du harcèlement scolaire, hein, la question de la violence à l'école, là, qui est... Et les bandes aussi, les rixes. Oui. Alors, donc tout ce qui est violence, hein, bon. Donc ça c'est très prégnant hein, aujourd'hui dans le discours sur l'expérience qu'ils ont. Mais pour ce qui est du rapport avec les enseignants, voilà, on est toujours sur le même discours. Ah oui, si j'ai eu un prof, grâce à lui j'ai... Bon, voilà. Mais le jugement d'ensemble est quand même toujours assez négatif. C'est un euphémisme. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire du côté des établissements dits ordinaires. Hein. Je crois qu'on n'est pas encore tout à fait entré dans une logique totalement inclusive pour l'ensemble des élèves. Mais ce n'est pas une conclusion générale. On a encore du boulot alors. Merci Thierry, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette journée. Et le meilleur moment, presque, c'est le moment où on peut continuer les échanges en prenant un verre en main. À tout de suite.